En 2024, un corridor longtemps discret entre le Ghana et le Burkina Faso franchit soudain le cap des 300 millions de dollars d'échanges. Dans une région habituée aux programmes d'aide conditionnelle, cette poussée commerciale crée un contraste brutal entre dépendance ancienne et ambition de souveraineté. Que signifie cette bascule pour les transporteurs, les agriculteurs et les jeunes installés le long de cet axe, et comment Ibrahim Traoré transforme-t-il une simple route en levier politique et économique régional ? Une transformation encore fragile, mais déjà irréversible, semble prendre forme. Ce récit promet de dévoiler comment un corridor commercial, autrefois marginal, est devenu un levier stratégique pour deux nations en quête d'autonomie économique. La promesse centrale est claire. Comprendre pourquoi cette coopération transforme le risque hérité de la dépendance en une opportunité durable. L'enjeu dépasse la simple augmentation des flux. Il s'agit d'un test grandeur nature pour savoir si des économies de taille moyenne peuvent bâtir une souveraineté réelle en s'appuyant sur leurs propres ressources. Les échanges ayant franchi les 300 millions de dollars, les deux pays cherchent désormais à consolider cette dynamique malgré des défis persistants, allant des infrastructures vétustes aux tensions sécuritaires du Sahel. Un micro-hook s'impose alors. Si cette alliance fonctionne ici, que pourrait-elle accomplir si d'autres nations du Sahel décidaient de suivre la même trajectoire ? Cette question ouvre un champ d'analyse essentiel, car ce partenariat n'est plus seulement une expérimentation bilatérale, mais un signal adressé à toute l'Afrique de l'Ouest. Observateurs, entreprises et populations y voient un possible point de bascule, capable d'influencer durablement les choix stratégiques de la région. La première révélation est simple. Entre 2023 et 2024, les échanges commerciaux Ghana-Burkina Faso ont bondi jusqu'à franchir les 300 millions de dollars, un seuil que peu d'observateurs jugeaient atteignable dans un laps de temps aussi court. La seconde tient au fait que cette hausse n'a pas été provoquée par une aide extérieure, mais par un repositionnement stratégique pensé de l'intérieur même de la région, un tournant que plusieurs analystes n'avaient pas anticipé. Pour comprendre comment cette dynamique a émergé, il faut replacer le corridor Accra-Ouagadougou dans son histoire récente. Pendant des décennies, la frontière ne servait qu'à séparer deux systèmes économiques, dont l'un, enclavé, dépendait fortement de l'aide, tandis que l'autre tentait de s'insérer dans les chaînes mondiales sans réellement intégrer son voisin. La logique dominante reposait sur des flux asymétriques, dictés davantage par des puissances extérieures que par une vision régionale cohérente. Cette inertie a commencé à se fissurer lorsque Ibrahim Traoré a défendu une idée simple mais radicale. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit par des chaînes de valeur internes, capables de retenir la richesse plutôt que de la laisser filer. À partir de là, le Burkina Faso et le Ghana ont progressivement transformé leurs échanges en un partenariat où les matières premières, les produits transformés et les infrastructures deviennent des instruments de libération économique plutôt que des vecteurs de dépendance. En 2024, l'amélioration progressive des routes, la réduction des formalités douanières et la création de points de traitement logistique ont permis de fluidifier un axe longtemps sous-exploité. Les camions ne transportent plus seulement des marchandises. Ils portent la preuve tangible que deux pays historiquement dominés par des logiques extérieures peuvent, en se coordonnant, créer une dynamique propre. Ainsi, le corridor n'incarne plus simplement une route commerciale, mais le premier maillon d'une stratégie plus large visant à redéfinir la place de l'Afrique de l'Ouest dans l'économie mondiale. Dépendance héritée d'un côté, autonomie émergente de l'autre. La bascule est en cours et elle commence ici. Pour saisir la portée réelle de cette transformation, il faut suivre celles et ceux qui vivent le corridor au quotidien. Le premier cas est celui d'un transporteur ghanéen reliant régulièrement Accra à Paga. Il raconte comment, il y a encore quelques années, une simple traversée de frontières pouvait immobiliser un camion plusieurs heures, parfois toute une journée, en raison des contrôles fragmentés et d'un manque criant de coordination administrative. Depuis la modernisation progressive des postes frontaliers et l'installation de centres de traitement logistique, son trajet s'est raccourci de plusieurs heures, permettant davantage de rotation hebdomadaire et une rentabilité accrue. Un second cas, situé cette fois du côté burkinabé,
concerne une petite coopérative de producteurs de karité proche de Ouagadougou. Longtemps contrainte d'exporter ses produits à l'état brut, elle a pu, grâce à la mise en place de zones industrielles locales, transformer une partie de sa production avant transport. Cette évolution lui a permis d'obtenir de meilleurs prix, mais aussi d'employer de nouveaux travailleurs, renforçant la valeur retenue dans l'économie locale. Ces deux exemples montrent que la dynamique actuelle ne repose pas sur de grands discours, mais sur des changements pratiques qui modifient la vie économique de milliers d'acteurs. Les impacts précoces se manifestent dans des gains de temps, une meilleure circulation des marchandises, mais aussi dans la montée progressive d'une confiance nouvelle entre deux nations longtemps séparées par des logiques divergentes. L'activation du basculement commence bien avant les premiers chiffres spectaculaires. Tout part d'une série de discussions techniques tenues en marge d'une rencontre régionale. Lorsque des délégations ghanéennes et burkinabées constatent que leurs économies, pourtant complémentaires, évoluent encore dans des couloirs parallèles. Le diagnostic est brutal. Infrastructures vieillissantes, formalités redondantes, absence de mécanismes conjoints de traitement douanier. Pourtant, à ce moment précis, l'idée d'un corridor modernisé n'est qu'un croquis diplomatique, loin de la transformation évoquée aujourd'hui. Le déclencheur survient lorsque Ibrahim Traoré insiste sur la nécessité de réduire la dépendance structurelle à l'aide extérieure, appelant à construire une architecture économique orientée vers l'autosuffisance. Cette prise de position énergique agit comme une étincelle politique. Le Ghana, déjà tourné vers la diversification industrielle, voit dans cette approche une opportunité stratégique. Rapidement, une série d'accords préliminaires est établie. Réaménagement des routes, réduction des délais aux frontières, création de centres logistiques partagés. C'est ici que s'amorce le cap d'Okao-Trao. Le Forum d'investissement du Ghana à Ouagadougou en 2025 scelle l'intention commune, transformer l'axe Accra-Ouagadougou en un corridor clé pour le Sahel. Les engagements sont précis, mesurables, immédiats. Le Ghana promise d'améliorer ses routes jusqu'aux portes du Nord et d'investir dans de nouveaux ports secs, tandis que le Burkina Faso s'engage à développer des zones industrielles destinées à retenir davantage de valeur ajoutée. Les premiers travaux débutent quelques mois plus tard. Les entreprises locales, jusque-là en marge, sont intégrées au processus. Construction, logistique, formation technique. Dans les deux capitales, les analystes commencent à percevoir une dynamique structurelle alimentée par une volonté de souveraineté économique partagée. Mais le véritable sommet dramatique apparaît lorsque les premiers convoiements réguliers franchissent la frontière avec des temps de transit nettement réduits. Les transporteurs, longtemps habitués aux attentes interminables, témoignent d'un changement tangible. Les fonctionnaires douaniers, désormais formés conjointement, harmonisent les procédures. Les coopératives agricoles voient leurs produits circuler plus rapidement vers les marchés ghanéens. Les petites usines burkinabées, soutenues par de nouvelles politiques industrielles, expédient leurs produits semi-transformés avec une fluidité inédite. Pendant ce temps, les entreprises ghanéennes implantent des unités de conditionnement plus proches de la frontière, profitant d'un accès direct aux matières premières burkinabées. Puis vient la phase de Duchamp, celle où les effets se diffusent au-delà du corridor lui-même. Les investisseurs régionaux, attirés par la baisse des coûts logistiques, explorent de nouveaux projets. Des formations professionnelles émergent pour répondre aux besoins des industries croissantes. Sur le terrain, les populations locales constatent que les opportunités s'accroissent. Davantage de rotation de camions signifie plus d'activités économiques, plus d'emplois indirects, plus de circulation de marchandises transformées localement. Des zones jusque-là marginalisées deviennent des nœuds d'échange. Le message s'étend au-delà des deux pays. Si un corridor peut produire un tel effet domino, que pourrait accomplir un réseau complet ? À chaque étape, la vision initiale portée par Ibrahim Traoré continue d'agir comme fil directeur, rappelant l'objectif central, renforcer une souveraineté construite sur des chaînes de valeur africaines. La dynamique actuelle prend tout son sens lorsqu'on observe l'écart entre la situation de départ et ce qu'elle est devenue. D'un commerce bilatéral
Longtemps inférieur aux seuils régionaux, le corridor Ghana-Burkina Faso a atteint près de 300 millions de dollars en 2024, marquant un changement de trajectoire rarement observé sur une période aussi courte. Cette progression n'est pas un simple hasard statistique. Elle s'appuie sur des investissements coordonnés, une volonté politique claire et une méthode d'intégration pratique. Dans ce mouvement, la vision d'Ibrahim Traoré fournit le cadre idéologique qui transforme ces chiffres en signal stratégique. On observe d'abord que plus de 30% d'exportations ghanéennes vers le Burkina Faso en 2024. Une hausse de cette ampleur traduit une amélioration logistique sensible, facilitant les flux réguliers. Ce pourcentage reflète aussi la montée des produits transformés, désormais plus compétitifs régionalement. On note ensuite que plus de 20% d'exportations de coton et de beurre de karité depuis le Burkina Faso. Cette augmentation illustre un début de transformation locale, créant plus de valeur interne. Elle montre aussi la capacité croissante des coopératives à répondre aux marchés régionaux. Enfin, il apparaît que réduction de 25% des coûts logistiques grâce au corridor commercial Sahel. Cette baisse confirme que les infrastructures modernisées produisent de vrais gains opérationnels. Elle indique un allègement concret des charges pesant sur transporteurs et petites entreprises. Ces trois indicateurs constituent la colonne vertébrale du changement structurel en cours. Ils prouvent qu'une coopération régionale peut générer en peu de temps une valeur significative lorsqu'elle s'appuie sur des actions ciblées, modernisation des routes, simplification douanière, industrialisation locale et création de pôles logistiques. Mais ces données prennent davantage de sens quand on les met en perspective avec l'historique régional. Auparavant, l'essentiel des matières premières circulait sans transformation, et les délais frontaliers neutralisaient la compétitivité des petites structures. Aujourd'hui, les transports plus rapides et les premières unités industrielles permettent de retenir davantage de richesses. Les prévisions de la Banque africaine de développement viennent prolonger cette dynamique, une croissance potentielle de 52% des échanges intra-africains d'ici 2030 si d'autres corridors adoptent le même modèle. Ce chiffre ne constitue pas un engagement garanti, mais il sert d'indicateur. Si un seul corridor peut produire des gains chiffrés visibles, une architecture régionale plus large pourrait redéfinir l'économie du Sahel. Enfin, les 500 millions de dollars investis par le Ghana dans ses infrastructures et les zones industrielles créées au Burkina Faso montrent que cette dynamique n'est pas seulement conjoncturelle. Elle repose sur des édifices matériels, mesurables, capables d'absorber un volume plus important d'échanges à moyen terme. Dans ce jeu combiné de logistique, d'industrialisation et d'intégration, chaque acteur bénéficie d'une réduction progressive des frictions qui limitaient jusqu'ici la croissance. Deux positions dominent le débat autour de la coopération Ghana-Burkina Faso. La première, favorable, affirme que le corridor commercial et l'intégration logistique constituent une avancée majeure vers la souveraineté économique régionale. Les partisans de cette approche soulignent que les deux pays, longtemps dépendants de l'aide extérieure, démontrent désormais leur capacité à créer de la valeur en interne. Infrastructures modernisées, réduction des formalités douanières, montée progressive des industries locales et hausse sensible des échanges. Pour eux, la collaboration actuelle met fin à une inertie structurelle et prouve que deux économies de taille moyenne peuvent infléchir leur trajectoire. Les données récentes, bond de 300 millions de dollars d'échange, plus 30% d'exportation ghanéenne, plus 20% côté burkinabé, leur servent d'arguments centraux. Le second camp adopte une position plus prudente, voire critique. Selon ses défenseurs, même si les infrastructures évoluent et que les chiffres progressent, ces améliorations ne suffisent pas à compenser des fragilités structurelles, instabilité sécuritaire dans le Sahel, risques terroristes, tensions politiques régionales et disparités persistantes entre politiques économiques. Pour eux, ces faiblesses pourraient saper les progrès réalisés, notamment si les incidences sécuritaires coupent temporairement les routes ou perturbent les opérations logistiques. À cela s'ajoute la crainte d'une dépendance excessive aux partenaires régionaux. Si le Ghana et le Burkina Faso misent uniquement sur le commerce intra-africain, ils risquent de négliger la diversification internationale, pourtant cruciale en cas de chocs globaux.
Face à ces deux visions, la réponse la plus solide s'appuie sur les données de terrain fournies dans les développements récents. Malgré les défis, les investissements ont bel et bien produit des résultats concrets et mesurables. Les infrastructures modernisées sont opérationnelles, les temps de transit baissent, des unités industrielles émergent, les échanges augmentent dans plusieurs secteurs. La prudence reste légitime, mais les faits montrent une trajectoire ascendante qui s'appuie sur des mécanismes pratiques, non sur des déclarations théoriques. Un point d'inflexion apparaît. En effet, au milieu de cette dynamique ascendante, un élément souvent sous-estimé change discrètement l'équilibre. La coordination institutionnelle entre Accra et Ouagadougou devient enfin opérationnelle. Ce n'est plus une suite d'accords théoriques, mais une mécanique qui s'ajuste chaque semaine, portée par des équipes conjointes capables d'intervenir directement sur les goulets logistiques. Ce glissement marque le véritable midpoint du processus, le moment où un projet cesse d'être expérimental pour devenir structurel. Dans cette phase, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une tonalité différente. Il n'est plus uniquement l'initiateur politique, il devient l'un des garants de la cohérence du dispositif, insistant sur la consolidation des chaînes de valeur internes. C'est là qu'apparaît la révélation centrale. L'axe Accra-Ouagadougou n'est pas seulement une route modernisée, mais un prototype d'intégration régionale dont les effets débordent progressivement vers d'autres secteurs, formation professionnelle, agro-transformation et logistique. Cette couche supplémentaire de coordination modifie profondément la suite du récit. Elle ouvre la possibilité que le corridor devienne un modèle reproductible, plutôt qu'un cas isolé. Les effets concrets de cette coopération apparaissent désormais dans 4 sphères distinctes, chacune révélant comment un corridor peut modifier l'équilibre économique régional. Pour les États, le Ghana et le Burkina Faso constatent une autonomie croissante dans la gestion de leurs flux commerciaux. Les réformes douanières, la modernisation des infrastructures et la création d'unités industrielles locales leur offrent une marge stratégique nouvelle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces efforts deviennent plus qu'un ensemble de projets. Ils forment une politique cohérente visant à réduire la dépendance historique à l'aide extérieure. Cette progression reste cependant conditionnée par la stabilité sécuritaire du Sahel, toujours fragile et susceptible d'affecter la continuité des échanges. Du côté des entreprises, la dynamique est tout aussi visible. Les sociétés ghanéennes profitent d'un accès direct aux matières premières burkinabées, tandis que les entreprises du Burkina Faso peuvent désormais transformer une partie de leurs ressources avant exportation. Les zones industrielles émergentes créent un environnement plus favorable à l'implantation de petites usines et de coopératives mieux équipées. Cette nouvelle fluidité logistique permet à de nombreux acteurs privés de réduire leurs coûts et d'étendre leurs capacités, même si la concurrence régionale les pousse à diversifier leur marché au-delà de ce corridor bilatéral. Pour les populations locales, les effets se manifestent dans la vie quotidienne. Davantage de rotation de camions signifie plus d'emplois directs et indirects, notamment dans le transport, l'agriculture et les services logistiques. Les jeunes, souvent confrontés au chômage ou à l'exode, découvrent de nouvelles opportunités dans les centres de formation ou dans les petites unités de transformation installées le long du corridor. Ce changement, bien que positif, reste inégal. Les zones éloignées des centres logistiques majeurs bénéficient plus lentement de la dynamique et nécessitent encore des investissements supplémentaires pour être pleinement intégrés. Enfin, au niveau régional et international, le corridor Accra-Ouagadougou envoie un signal puissant. Il montre qu'un partenariat intra-africain basé sur la production locale, la transformation industrielle et la coordination logistique peut produire des résultats tangibles en peu de temps. Certains pays voisins observent avec attention ce modèle, envisageant de reproduire une architecture similaire pour renforcer leur propre souveraineté économique. Pour la communauté internationale, cette initiative reconfigure le récit traditionnel. L'Afrique n'apparaît plus seulement comme un espace de dépendance, mais comme un acteur capable de créer des solutions internes robustes. Toutefois, cette évolution pose aussi la question de la pérennité. Pour que le modèle inspire durablement, il devra résister aux tensions politiques, sécuritaires et aux fluctuations économiques mondiales. L'ensemble de ces effets dessine un paysage nouveau, où coopération régionale et transformation économique avancent de manière liée.
Ce corridor n'est plus une simple route, il devient le révélateur d'une Afrique cherchant à redéfinir sa position dans l'économie globale. Les 12 prochains mois ouvriront 3 trajectoires possibles pour la coopération Ghana-Burkina Faso, chacune dépendant de la capacité des deux pays à consolider les avancées logistiques et industrielles déjà engagées. Dans une perspective de continuité, la stabilité reste suffisante pour permettre la poursuite méthodique des investissements, les travaux d'amélioration des routes continuent, les postes frontaliers renforcent leurs procédures communes et les centres logistiques gagnent en efficacité. Les échanges augmentent alors d'environ 10 à 15%, comme l'indiquent les rythmes observés en 2024. Les entreprises et les coopératives profitent d'un environnement plus fluide sans que la région ne connaisse une accélération spectaculaire. Ce scénario s'appuie sur la continuité, ni crise majeure, ni bond exceptionnel, mais une consolidation régulière des structures existantes. Si l'on envisage une trajectoire plus ambitieuse, l'intégration s'étend rapidement à d'autres pays du Sahel, comme le Mali, le Niger ou la Côte d'Ivoire, attirés par les premiers résultats du corridor Accra-Ouagadougou. Les échanges croissent alors de 20 à 25%, dynamisés par un marché commun élargi, l'essor des zones industrielles et une meilleure coordination énergétique et agricole. Les entreprises régionales trouvent de nouveaux débouchés, tandis que les infrastructures modernisées deviennent des points d'attraction pour les investisseurs intéressés par des projets agro-industriels ou logistiques. Cette configuration transforme le corridor en modèle reproductible, capable de catalyser une intégration économique intra-africaine d'une ampleur inédite. Si l'on considère une évolution plus fragile, la situation sécuritaire du Sahel se détériore et fragilise le corridor. Les coûts logistiques augmentent, les délais s'allongent et les investissements ralentissent. Le Ghana et le Burkina Faso, confrontés à des pressions sécuritaires, doivent rediriger leurs ressources, ce qui retarde les chantiers d'infrastructure. La coopération politique se complexifie et la confiance des entreprises se dégrade. Les échanges stagnent ou n'augmentent que marginalement, tandis que certains projets de développement sont reportés. Ce scénario rappelle que l'intégration économique reste étroitement dépendante des conditions politiques et sécuritaires. Face à ces 3 trajectoires, un principe de réflexion s'impose. La solidité d'un corridor ne se mesure pas seulement à la performance des infrastructures, mais à la capacité des acteurs à maintenir la coordination institutionnelle, même en période d'incertitude. Pour comprendre la portée humaine de cette transformation, il faut considérer 3 catégories de lecteurs qui pourraient être directement concernés. Pour les décideurs publics, groupe A, ce partenariat offre un exemple concret de ce que peut produire une coordination régionale cohérente, moins de duplication administrative, des infrastructures mieux alignées et des chaînes de valeur internes plus stables. Ils peuvent s'inspirer de ce modèle pour concevoir des politiques plus intégrées en privilégiant les investissements dans le transport, la logistique et la transformation locale. Une suggestion utile serait d'étendre les expérimentations transfrontalières à d'autres régions afin de créer des effets d'échelle. Pour les entrepreneurs et acteurs économiques, groupe B, le corridor représente une fenêtre d'opportunité rare. Les gains logistiques et la montée de l'industrialisation locale signalent un marché en mutation où les entreprises capables de s'adapter rapidement peuvent tirer avantage de nouveaux débouchés. Ils pourraient envisager de diversifier leur gamme, de se rapprocher des zones industrielles naissantes ou de former des alliances stratégiques avec des partenaires régionaux. Une recommandation simple, surveiller les évolutions douanières et logistiques pour saisir les ouvertures au moment opportun. Quant aux jeunes et populations locales, groupe C, cette dynamique ouvre des perspectives d'emploi et de formation jusque-là limitées. Les centres techniques et les unités industrielles émergentes constituent des points d'entrée pour acquérir des compétences transférables dans plusieurs secteurs. Ils peuvent chercher à s'inscrire dans ces programmes ou à participer aux initiatives communautaires qui accompagnent les investissements régionaux. Une piste concrète serait d'utiliser ces opportunités pour développer des projets coopératifs ou de petites entreprises locales liées à la transformation ou à la logistique. Pour que cette transformation devienne durable, une feuille de route précise doit s'appuyer sur des actions réalisables et mesurables.
Un premier point d'action consiste à d'actions concernant les gouvernements du Ghana et du Burkina Faso qui doivent poursuivre l'amélioration des infrastructures essentielles au cours des 12 prochains mois. Il s'agit de finaliser les tronçons routiers critiques et de renforcer les postes frontaliers. La réussite pourra être mesurée par la réduction du temps de transit moyen et par l'augmentation du volume de marchandises traitées dans les centres logistiques. Cette approche s'inscrit directement dans la vision portée par Ibrahim Traoré, qui insiste sur la nécessité de consolider les chaînes de valeur interne. Un deuxième point d'action consiste à reposer sur le rôle des institutions de coopération régionale. Elles peuvent mettre en place des mécanismes conjoints de sécurité pour stabiliser le corridor en coordonnant les forces locales et en créant des zones protégées pour les opérations logistiques. L'efficacité se mesurera à la diminution des interruptions de trafic et à la fluidité des échanges sur les points sensibles. Un troisième point d'action consiste à impliquer les entreprises et coopératives locales. Elles doivent intensifier la transformation interne des matières premières en profitant des zones industrielles émergentes. La réussite peut être évaluée par l'augmentation du pourcentage de produits semi-transformés exportés, indicateur clé de la montée en valeur ajoutée régionale. Un quatrième point d'action consiste à concerner les jeunes et les travailleurs locaux qui devront être soutenus par des programmes de formation professionnelle continue. Ces programmes permettront d'adapter les compétences aux besoins de la logistique, de l'agrotransformation et de l'industrie. L'impact pourra être observé à travers le taux d'insertion professionnelle dans les zones proches du corridor. Enfin, un volet complémentaire vise à renforcer la coordination institutionnelle entre les deux pays. Des réunions mensuelles permettront d'ajuster les stratégies en fonction des données de terrain et d'assurer la cohérence de l'ensemble. Au moment de refermer ce récit, les images des premiers acteurs du corridor reviennent naturellement, le transporteur ghanéen gagnant de précieuses heures sur la route ou la petite coopérative burkinabé transformant enfin son karité avant de l'expédier. Ces gestes simples, presque quotidiens, illustrent mieux que n'importe quel rapport la portée humaine de cette transformation. Ils rappellent que les grandes mutations ne naissent pas seulement dans les conférences économiques, mais dans les mains de ceux qui travaillent chaque jour sur les axes de circulation. Dans cette dynamique, la voix d'Ibrahim Traoré résonne comme un fil conducteur. Non pas un slogan politique, mais une conviction portée dans les ateliers, les entrepôts, les champs et les postes frontaliers. L'idée que la souveraineté économique se construit par l'action concrète. Les progrès observés sur le corridor ne sont alors plus de simples chiffres, mais les premiers signes d'un continent qui réapprend à façonner son propre destin. La route entre Accra et Ouagadougou n'est plus seulement un passage commercial. Elle devient un symbole d'endurance, de patience et de volonté partagée. Une souveraineté se construit pas à pas. La coopération entre le Ghana et le Burkina Faso ne raconte pas seulement une histoire de commerce. Elle propose une autre manière d'imaginer l'Afrique, plus ancrée dans ses propres forces que dans les modèles importés. Le corridor Accra-Ouagadougou devient ainsi un symbole accessible, un espace où les décisions politiques rencontrent les initiatives locales et où chaque acteur, du transporteur à l'entrepreneur, du fonctionnaire au jeune en formation, peut contribuer à un mouvement plus vaste que lui. Dans cette perspective, partager ces récits, comprendre leurs mécanismes et en débattre devient une part essentielle du processus. Les transformations économiques ne prennent vie que lorsqu'elles résonnent au sein des communautés, suscitent des discussions et encouragent les initiatives individuelles. C'est en multipliant ces échanges que l'élan actuel pourra s'étendre, inspirer d'autres régions et nourrir des coopérations encore plus ambitieuses.